Bonsoir. En 2025, c'est-à-dire 65 ans après l'indépendance proclamée du Cameroun, une indépendance considérée comme factice par les nationalistes et les panafricanistes, la France demeure un partenaire économique et politique important pour le pays le plus puissant d'Afrique centrale. Entre 2023 et 2024, la France est demeurée troisième partenaire commercial étranger du Cameroun, avec environ 7,6% de part de marché de l'économie nationale. Paris revendique à cette même période 918 millions d'euros d'importation. Ce chiffre, bien que colossal en apparence, marque tout de même une diminution continue de l'influence française au Cameroun. Selon un rapport du Trésor public français rendu public en avril 2024, les échanges de biens entre les deux pays hors matériel militaire se sont élevés à 1,5 million d'euros, soit une diminution de 9% comparée à l'année précédente. Et puis, les exportations françaises au Cameroun, elles, ont diminué de 11%, se chiffrant à 774 millions d'euros. Ce recul de la France au Cameroun profite-t-il réellement à l'État du Cameroun et à ses populations? Que reste-t-il de la France au Cameroun en termes d'influence 65 ans après cette indépendance proclamée? Les chaînes du néocolonialisme français au Cameroun ont-elles véritablement commencé à être brisées, comme le prétendent certains analystes en cette veille d'élection présidentielle? Quelle place pour la relation Cameroun-France au lendemain de la présidentielle annoncée donc le 12 octobre 2025? C'est la principale question et les questions sous-jacentes qui vont guider les débats et les échanges de ce soir que nous voulons et que nous appelons constructifs. Mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Vous regardez Zoom sur le 237, c'est l'université du soir à laquelle il faut absolument être inscrit pour saisir et comprendre toutes les mutations qui travaillent le Cameroun. A tout de suite pour le début véritable de cette émission après cette introduction. Véritable de cette émission sans les civilités. Je rappelle que ce soir, nous retrouvons le direct simultané avec la radio, la 96.3, For You Media Radio, mais également l'ensemble de nos plateformes numériques, Facebook, YouTube et tout le gratin justement de téléspectateurs, mais également d'internautes qui nous suivent. Je vous présente ce soir ce qui constitue les invités du collège de cette émission. Je vais commencer par le grand prêtre africain qui n'est nul autre que président de l'Union pour le Rassemblement africain, Moubitan Yandaga Pierre-Paul, en direct de la ville d'Ombessa dans la région du Mbam au Cameroun, dans le département du Mbam au Cameroun, région du centre. Moubitan Yandaka est donc homme politique. Il est passé par le RDPC et l'UNDP. Aujourd'hui, fondateur et président donc de l'Union pour le Rassemblement africain. Moubitan Yandaka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Union pour le réveil de l'Afrique. Union pour le réveil de l'Afrique, merci. Très bien, c'est ça notre mouvement, parce que vous savez très bien que l'Afrique a réussi à dormir pendant un certain nombre de siècles et nous avons, depuis des années, contribué à travailler pour sa renaissance, pour son réveil. Et nous pensons que les choses sont en train de bien se préciser au point où il est nécessaire, comme vous le faites d'ailleurs actuellement, d'essayer de voir quelle est la situation actuelle par rapport à cette France qui nous avait mis depuis très longtemps un genou sur le cou, ce qui nous a empêché de pouvoir envisager notre développement de manière autonome, de manière indépendante. Et je pense que c'est le moment actuellement de mettre toutes les batteries en marche pour que la véritable indépendance du Cameroun et de l'Afrique en général puisse devenir une réalité. Parce que vous savez que on parle souvent des deux voleurs
J'espère que vous le savez. Les deux fameux voleurs, la France et l'Angleterre, ces deux fameux voleurs qui ont commis beaucoup de mal à l'Afrique, eh bien, sont en train de connaître une situation telle que vous la connaissez actuellement. Ce n'est pas que nous nous réjouissons du malheur des Français, mais c'est tout comme. Bonsoir. Mais c'est tout comme. Mais c'est tout comme. Valentin Dior, bonsoir. Bonsoir, M. Baga. Bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui. Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir. Vous êtes un habitué de ce plateau, de cet espace de débat. Théophile Mbon, lui, est militant pour l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Il est enseignant. Il est surtout auteur de plusieurs ouvrages qui traitent justement de la question coloniale et des rapports entre le Cameroun et la France. L'un de ces ouvrages, justement, que nous vous recommandons s'intitule Contentieux historique Cameroun-France, caractère conflictuel d'une relation séculaire. Théophile Mbon, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci pour cette présentation. Et j'espère qu'aujourd'hui je serai à la hauteur du débat, car nous avons avec la France plus d'un siècle de vie en commun, plus d'un siècle de relations qui n'ont pas toujours été saines. Elle pourrait même être qualifiée de calamiteuse. Je crois donc qu'on va voir à la faveur de cette élection présidentielle si rupture il y aura, car cette rupture s'impose vraiment. D'accord. Albertine Matomba, elle est cadre du PURS, le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, un parti précisément qui promet la rupture avec l'ancien ordre, rupture avec l'ordre néocolonial. Albertine Matomba, bonsoir. Bonsoir, M. Mbarga, et merci encore une fois de plus de nous convier sur votre table de débat. Bonsoir aux co-discutants. Et je voudrais encourager tous les parents qui ont pu envoyer leurs enfants à l'école avec la rentrée scolaire qui a été administrative et un peu inégale sur l'étendue du territoire national, parce que ceux de nos compatriotes qui sont du côté du Nozo, avec l'observation de Ghost Town, n'ont pas pu envoyer leurs enfants hier à l'école, et tout ma sympathie donc à l'endroit de toutes ces familles, et bien entendu de ceux qui n'ont véritablement pas pu, parce que n'ayant pas les moyens pour s'y faire. Mais là aussi, on verra dans notre débat de ce soir que cela va dans la quête de souveraineté que nous voulons acquérir et nous détacher du legs colonial. Donc, c'est toute tête pensante que nous sommes là ce soir. Alors, je vais passer la parole à celui qui se positionne finalement un peu comme le spécialiste de la relation dite conflictuelle entre le Cameroun et la France. Sur ce plateau, Théophile Mbon, jusqu'où cette relation, jusqu'où la France a-t-elle handicapé le développement du Cameroun jusqu'à nos jours? Moubitan Yandaga parlait tout à l'heure de deux voleurs qui ont hypothéqué, qui ont ravi les biens du Cameroun, la France et la Grande-Bretagne. Jusqu'où cela est-il vrai? Il y a certains Camerounais qui quand même, et des Africains qui continuent à penser que ça demeure quand même assez aérien, une vue de l'esprit de cette influence de la France au Cameroun. Commençons par cette indépendance du Cameroun que vous, les UPCistes, qualifiez de factice. Je ne pense pas que ce soit seuls les UPCistes qui qualifient l'indépendance du 1er janvier 1960 de factice. Mais avant d'y arriver, je dirais que la France entre au Cameroun un peu par effraction. À la faveur de la guerre, de la Première Guerre mondiale, il se forme une alliance entre les Occidentaux, représentés par l'Angleterre, l'Amérique et la France. La France est la moindre de ces trois puissances. Elle a effectivement un empire colonial en Afrique, deux empires coloniaux en Afrique, donc trois je dirais, un en Afrique de l'Ouest,
un en Afrique centrale et un en Afrique du Nord. En 1916, il se trouve que l'Allemagne est en train de perdre la guerre, bien avant la fin. Par l'action conjointe de la France et de l'Angleterre, l'Allemagne est boutée dans ces territoires africains, notamment au Cameroun. Et je dois préciser qu'au Cameroun, c'est l'Angleterre qui fait le job. Les troupes françaises qui partent de Brazzaville, parce que c'est là-bas, c'était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Avant qu'elle n'arrive à Douala, elle trouve que l'Angleterre avait ratissé. Malgré cela, c'est la France qui obtient les 4/5 du territoire abandonné par l'Allemagne, parce que ce territoire est partagé comme un gâteau, comme un butin de guerre. Alors, la France, dès le mars 1916, la France prend les 4/5 et l'Angleterre prend les 3/5. C'est là que commencent les déboires du Cameroun. Parce qu'immédiatement, la France commence l'exploitation avant même 1920. C'est en 1920 que l'ONU, la SDN officialise ce partage. Mais avant cela, c'est la France qui a créé les régions, les subdivisions. C'est la France qui installe ses administrateurs. C'est la France qui commence l'exploitation. Car en réalité, la colonisation a pour objectif l'exploitation. Donc avant même que le territoire ne soit cédé à la France, elle commence l'exploitation. Alors cette exploitation n'est pas faite tout simplement. Elle impose ses points de vue, utilise de force les populations camerounaises à travers ce qu'ils avaient appelé les travaux forcés, à travers ce qu'ils avaient appelé le portage. Les travaux forcés, il faut tracer les voies de communication pour transporter les richesses, matières premières jusqu'au port, afin de les évacuer en France. L'histoire raconte que le chemin de fer camerounais, dès le départ, est creusé quasiment à la main par des populations locales. Pas dès le départ. Le chemin de fer est creusé. Quand vous lisez la 4e de couverture du livre de mon ouvrage que vous venez de citer, vous allez voir ce qui s'est réellement passé. Parce que quand les Allemands décident de tracer le chemin de fer, ils trouvent un écueil infranchissable pour eux. Quand les Français reprennent en 1920, ils décident, parce qu'ils vont transférer la capitale à Yaoundé, il faut que le train y arrive. Et c'est de main d'homme que le tunnel doit être creusé. C'est une hécatombe. C'est une hécatombe. C'est pour ça que je le disais il n'y a pas longtemps, que lorsque Macron vient circonscrire les exactions sur la période qui lui est favorable, mais qu'il n'oublie pas que toutes les exactions depuis 1920, le tracé du chemin de fer, c'est une entreprise française qui avait gagné le marché en France. Elle avait facturé la main d'œuvre, mais elle a employé les Camerounais qui ont travaillé dans ce chantier sans salaire. Alors s'il faut des compensations, c'est des choses qui doivent être revues, calculées et voir comment cela peut être compensé. Pour terminer, donc, je dirais que la relation avec la France a été calamiteuse pour nous et elle demeure jusqu'à présent parce que l'indépendance du 1er janvier 1960 a été précédée des accords iniques, oui, qui avaient été formalisés le 26 novembre 1959. Quelques jours avant la proclamation de l'indépendance. C'est ces accords qui ôtaient donc la pseudo-indépendance de toute sa substance. Ce qu'on nous a accordé, c'est une indépendance nominative. Et c'est pour ça que les UPCistes ont toujours dit que l'indépendance reste à conquérir. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous restons dans cette camisole de force que constituent les accords coloniaux. C'est eux qui plombent tous les efforts que nous faisons sur le plan économique, ne vont pas émerger. C'est eux qui ont introduit tous les maux dont nous souffrons jusqu'aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, si à la faveur des prochaines élections,
le candidat élu décide de la rupture, c'est le meilleur cadeau qu'il donnera aux Camerounais. Si le candidat lui décide de la rupture, c'est le meilleur cadeau qu'il donnera aux Camerounais. Valentin Dior, comment vous, au RDPC, vous réagissez lorsque des partis, des UPTistes, des UPCistes, les militants du PURS qui se revendiquent du pondolisme estiment que le Cameroun n'est toujours pas... Le pondolisme, oui. Estime que le Cameroun n'est toujours pas... C'est bien cela, Madame Atomba? Absolument. Voilà. Que le Cameroun n'est toujours pas souverain. Comment vous réagissez? Quel est l'argument que vous leur opposez? Je sais qu'au RDPC, on est conscient que le président Paul Biya a officiellement refusé de renouveler une partie au moins des accords coloniaux entre le Cameroun et la France le 26 décembre 2020 et qu'on a considéré cela effectivement comme un acte de nationalisme, comme un acte de souverainisme lui-même. Quelle est votre réaction quand vous entendez l'UPCiste et Madame Matomba du PURS appeler à cette rupture? Est-ce que vous estimez que c'est une distorsion de la réalité? Bon, pour que nous puissions parler le même langage, je permettais que vous m'expliquiez un peu ce que c'est que le pondolisme. Oui, qui vient de... Ça vient. Podol. Ruben Omyobe était appelé Pondol. Podol. Le Pondol. Podol. Pondol. Pondol. Podol. Ben, c'est pour ça que pondolisme, ça m'a un peu envie. Podol, c'est la science qui vient du podol, si vous voulez. Pondolisme. Bien. Voilà. Parce que vous avez semblé dire pondo, bon. Non, pondolisme. Pondolisme. Bon, c'est plus clair maintenant. Je pense que ils se sont rattrapés un tout petit peu parce qu'il faut écrire l'histoire. Si on veut utiliser les indicateurs du passé, il faut les restituer avec exactitude. Ok, bon, je pense que s'il faille parler de la France, il y aura, si l'émission est consacrée à la France, ça va un peu nous perdre du temps. Parce que les relations avec la France ont connu plusieurs phases. La phase du mandat, la phase du tutorat et la phase de l'après-indépendance. Alors, déjà, je tiens à rappeler... Une indépendance factice selon les nationalistes et les pondolistes. Bon. Ce n'est pas le cas pour vous. Je ne sais pas, parce que ça risque de trahir un peu les UPCistes qui pensent qu'il faille parler du pondolisme, alors que les autres parlent de l'UPCisme. Il y en a qui se sont adossés sur le nationalisme. Il y en a qui pensent que l'UPC était plus ou moins marxiste. La question essentielle demeure. Le Cameroun est-il souverain? Le Cameroun a-t-il pris la plénitude de son indépendance le 1er janvier 1960? Je vais dire, je dis, le Cameroun a joué un rôle important dans la vie de la France. Parce que nous le savons tous, c'est l'histoire qui le dit. Les troupes qui libèrent Paris partent de Douala. C'est déjà un élément important. Ce qu'on a appelé par ailleurs, pour d'autres pays, des tirailleurs. Nous savons par où ces troupes sont parties au niveau de la BCT. Quand Paris était devenu un machin entre les mains de l'Allemagne. Bon, c'est pas le mot que je vais utiliser. Alors, je respecte les relations qui sont des relations bilatérales entre deux pays souverains. Deux pays souverains. Deux pays souverains, oui. Et ces deux pays entretiennent des relations traditionnelles depuis lors. Ces relations ont connu, comme je l'ai dit à l'entame, plusieurs phases et plusieurs paradigmes. Je vais plus m'adosser sur l'approche du renouveau, c'est-à-dire la décennie 80, avec l'accession à la magistrature suprême du président
président de la République, Paul Biya. Je pense que si on commence par là, on aura une idée claire des rapports entre la France et le Cameroun et envisager au besoin les relations, pour rentrer dans la thématique, envisager les relations d'après le 12 octobre, parce que c'est de cela qu'il est question. Je pense donc que le renouveau a redéfini le paradigme des relations que le Cameroun a toujours entretenu avec la France. Parce que déjà, le renouveau qui a pensé les libertés individuelles a également mis un accent sur ce que c'est que le développement de façon générale. Et on ne peut pas parler de développement sans penser ou sans parler des partenaires. Et nous savons tous que la France, par le passé, avait toujours été le seul partenaire véritable du Cameroun. Et je pense que avec le temps, la position que la France continue à garder, au même titre que les autres partenaires, la position privilégiée, le Cameroun, le renouveau, a pensé qu'il était temps d'ouvrir le Cameroun à d'autres partenaires stratégiques. Ça met un accent sur le type de relations entre le Cameroun et la France. Des relations redéfinies selon vous par les relations redéfinies par le renouveau. Alors ces relations ont créé des champs d'expression. Nous savons qu'il y a une accession du chef de l'État, du président Paul Biya, le souverainiste, l'homme qui pense le Cameroun, qui a pensé le Cameroun d'hier et le Cameroun de demain, qui a dit lors d'une assertion que le Cameroun n'est pas une chasse gardée. Et le Cameroun n'a pas à se justifier quand il définit les relations multinationales ou des relations bilatérales avec ses partenaires. Donc pour dire que le débat aujourd'hui est beaucoup plus axé sur le développement économique, la richesse du Cameroun. Et au vu de ce que les relations soient redéfinies, nous nous rendons compte plus que jamais que le Cameroun est passé maître de certains de ces domaines sur le plan de l'éducation. Nous savons comment c'était les curricula, le contenu des programmes que nous avions connus dans les écoles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les politiques publiques ont mis l'accent sur nos traditions, ce qui n'était pas le cas. Théophile Mbon, qui est enseignant, va peut-être par la suite, vous poursuivez. Je continue. L'économie, dans plusieurs de ces pans, les hydrocarbures, le sous-sol, n'est plus dans cette économie qui était essentiellement basée sur les produits de rente et qui créait ce déséquilibre au niveau de la balance commerciale quand notre pays n'entretenait des relations qu'avec pratiquement le seul partenaire qui était qu'a été la France. Donc cette ouverture des partenaires, les Chinois, les Brésiliens, les Turcs, ainsi de suite, nous pouvons voir plus que jamais l'importance de cette ouverture sur le plan économique. Et le président de la République, au vu des politiques publiques qui sont menées, pense à penser de l'import substitution qui aujourd'hui a un impact considérable sur
l'importation des produits. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, pour un secteur comme l'importation du poisson, par exemple, un tout petit peu du riz, et beaucoup plus les produits vivriers, les produits frais de façon générale, on va dans les grandes surfaces, on trouve les produits locaux. Hier, tout nous venait de la France. Donc, on peut dire, sans risque de se tromper, que le président de la République, plus que jamais, est celui-là qui a mis en selle les rapports, les véritables rapports, des rapports suffisamment équilibrés entre la France et le Cameroun. Et je pense que vous l'avez si bien dit en rappelant la non-reconduction des accords coloniaux, de certains de ces accords coloniaux. De certains pans, ou du moins, on ne va pas dire de certains, on va dire des accords coloniaux. Qui nous lie avec la France. C'est vrai qu'on aurait justement d'ailleurs aimé, nous autres journalistes, et pas que nous, des universitaires, des chercheurs qui travaillent sur la question, auraient aimé savoir exactement quel est le contenu des accords qui n'ont pas été reconduits à la faveur justement de leur date d'expiration le 20 décembre 2020, parce que précisément ça nous évite des formules bateaux, qu'on puisse exactement circonscrire le rayon et le champ d'action de ces influences. Mais toujours est-il qu'effectivement, parmi les 11 accords bilatéraux entre le Cameroun et la France signés justement un peu avant à la faveur de l'indépendance du 1er janvier 1960, le président Paul Biya s'est refusé de reconduire justement certains de ces accords, une reconduction que le Premier ministre François Fillon de l'époque était venu à Yaoundé lui proposer sous 99 ou 100 ans, si mes informations sont bonnes. Albertine Matomba, je vous passe la parole. Je vous ai vu prendre des notes pendant que Valentin Jean parlait. Je sais qu'au PURS, on compte mettre un accent effectivement sur l'éducation, les programmes scolaires, justement dans l'implémentation de ce que vous appelez la rupture avec l'ancien ordre colonial, lorsque Valentin Jean estime que les curricula et que les programmes du système éducatif camerounais ont été refondés. Il a parlé de refondation de la relation France-Afrique, de Cameroun-France, par le régime du renouveau et d'un positionnement qui nous amène vers un développement économique qui soit plus efficient. Quelle est la réaction de la militante du cadre du PURS que vous êtes? Écoutez, je lui concède le développement qui est sien, mais au vu de ce que nous avons comme projet politique pour redonner au Cameroun son indépendance et sa liberté, nous pensons que les relations anciennes entre la France, qui est le colon d'hier et je peux dire d'aujourd'hui, doivent être, je ne vais pas dire revues, mais on doit arriver à un point de rupture pour mettre fin à la France-Afrique et développer l'afro-fraternité. Pourquoi l'afro-fraternité? Parce que nous devons retrouver notre souveraineté et jusque-là n'est qu'un mirage, reste un idéal à vouloir atteindre. Et je pense que l'offre politique que nous avons au PURS portée par notre candidat, Serge Espoir Matomba, redonne aux Camerounais la possibilité d'entrer en possession de cette souveraineté. Quand j'ai dit cela, je voudrais rappeler que la souveraineté dont il est question ici est sur certains points fondamentaux, naturellement, sur le plan de l'éducation, où il faut refonder le système éducatif. Monsieur Valentin Jean estime qu'il est déjà refondé. Mais il n'est pas refondé parce que l'éducation telle que présentée aujourd'hui aux apprenants sert encore les intérêts du système en place, mais ne sert pas l'intérêt des Camerounais. Parce que nous voulons former les Camerounais
qui vont travailler pour développer le Cameroun. Aujourd'hui, on a des apprenants qui étudient pour avoir des diplômes, mais qui ne peuvent pas vraiment servir pour les intérêts du Cameroun. Le Cameroun a besoin d'être construit, le Cameroun a besoin d'être industrialisé, le Cameroun a donc besoin de s'ouvrir sur le développement industriel, qui ne peut être possible que si la souveraineté énergétique est effective. Sans énergie probante, qui est contrôlée encore par l'étranger, il n'est pas possible de penser à une industrialisation qui va nous permettre de construire le Cameroun. Et je vais partir de ce pan de l'éducation pour dire même que même notre souveraineté sécuritaire, on a vu il y a quelques mois le général de gendarmerie française qui est arrivé, et on avait nos généraux camerounais, ceux qui sont là, ceux pour qui nous avons du très grand respect, être face baissée devant un maître qui venait faire la revue des troupes par rapport à mais c'est pas moi qui le dis, on a vu les images, monsieur Njo. Je ne suis pas en train d'inventer, et je pense que si For You Media peut nous avoir encore, et même quand on parle de souveraineté, notre fichier d'identification est encore entre les mains des étrangers. Comment pouvons-nous être souverains si tout est décidé? Le système aujourd'hui, j'ai envie de dire, essaye. Vous savez, quand quelqu'un est noyé, il essaie de sortir de l'eau, il se bat, et il peut de temps en temps attraper un rocher, mais il va glisser parce que le courant d'eau, il est assez fort. Le système actuel, le gouvernement actuel est tenu par le système, et nous disons au PURS qu'il est plus que temps de sortir de ce système, d'où la thématique qui nous parle d'après, le lendemain du 12 octobre. Nous pensons que le PURS, à la tête de cette nation, va redonner au Cameroun sa souveraineté, sa liberté, en posant d'abord les gestes de souveraineté qui sont de donner aux Camerounais la possibilité de s'alimenter de façon véritable, d'avoir 3 repas par jour, ce que beaucoup peinent à avoir aujourd'hui, de pouvoir envoyer nos enfants à l'école. Lorsque on dit que le Cameroun est souverain, le système éducatif, on court vers un idéal qui, ma foi, regorge de plusieurs éléments. On a le gouvernement qui devait être le régulateur, mais comme il est tenu par le système colonial, il ne peut rien faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce système éducatif dont se revendique M. Njo, il y a la famille, il y a les parents qui doivent pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Il y a les apprenants eux-mêmes qui doivent avoir envie de regorger du savoir-faire qui va déterminer leur lendemain. Il y a le corps enseignant qui aujourd'hui est laissé pour compte. On peut voir les actions de l'OTS et autres qui sont passées parce que les gens ne sont pas payés. Mais quand on dit que le gouvernement est le régulateur, aujourd'hui, l'idéal auquel on peut penser sur la souveraineté éducative, elle reste vraiment un idéal. Mais est-ce que c'est possible de l'atteindre? Oui. Parce que quand vous trouverez les apprenants dignes de ce nom, ce sont ceux dont les parents ont plus ou moins les moyens de les mettre à l'écart dans les établissements privés où un certain suivi peut être fait en déboursant des sommes colossales. Mais combien de familles peuvent? Dans les lycées, les nominations ne sont pas faites par la méritocratie et ainsi de suite. Donc il y a certains éléments, mais ça reste que des détails. Ça reste des détails parce que le colon ne voudrait pas que l'Africain, et particulièrement le Camerounais que nous sommes, puisse
s'élever au niveau qui va permettre au Cameroun de retrouver sa liberté. Et je pense qu'au lendemain du 12 octobre, le PURS aux affaires va remettre les points sur les i en redonnant la place que doit à la France, la place qu'elle doit avoir. On ne va pas être un peuple anti-français, mais on va être un peuple qui dira le Cameroun d'abord. Alors, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tout autre pays devra être un partenaire et non un maître qui nous tient au bout du col. Monsieur Moubitan Yandaga, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une relation équitable entre le Cameroun et la France, tel que c'est projeté dans le domaine des relations internationales? Est-ce que le Cameroun parle d'égal égal avec la France? Vous qui avez postulé dès votre première prise de parole que la France était un voleur. Bon, ben, moi je pense même pas qu'il y a des relations entre la France et le Cameroun. Il n'existe pas de relation. À ce point-là? Ben oui, il n'y a pas de relation. Parce que quand on parle de relation, cela signifie qu'il y a deux entités qui se respectent et respectent leurs relations, si vous voulez. Leurs engagements. Leurs engagements, mais aussi leurs relations. Parce qu'il y a d'abord la relation entre chaque partenaire et lui-même, et la relation entre les deux partenaires. Parce que, voilà, et donc il y a une relation qu'on pourrait appeler verticale, et il y en a une autre qui est horizontale. C'est pour cela que j'ai dit qu'il n'y a pas de relation, parce que les deux ne sont pas mis ensemble. Alors maintenant, je voudrais vous dire comment est-ce que vous voulez qu'il y ait des relations lorsque le voleur, parce que je vous ai dit qu'il y a les deux voleurs là, parce que quand tout à l'heure le grand tupéciste historien évoquait les trois, dont la France, l'Angleterre et les États-Unis. Moi, je voudrais vous dire, les États-Unis, c'est l'Angleterre. Vous le savez très bien. Alors, comment est-ce qu'il va avoir des relations, ce qu'on peut appeler relations, à partir du moment où, sur le plan éducatif, Madame Matomba tout à l'heure évoque quelque chose qui reste encore superficiel quand on regarde le programme des mouvements politiques qui parlent de refondation, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a encore du chemin à faire. Parce que ce qu'il faut faire, ce n'est pas la formation qui pose problème. Pour qu'un peuple se libère, il faut qu'il soit transformé. Or, le système éducatif actuel, c'est un système qui forme. Et je suis sûr que même si le PURS prend le pouvoir, ou le RDPC continue, ou tout autre parti, ils vont continuer de faire la formation. Ce que l'Union pour le réveil de l'Afrique va apporter sûrement, ça c'est sûr, c'est la transformation de l'homme, de l'être humain, pour qu'il puisse, en ayant éveillé toute sa potentialité universelle, qu'il ne puisse plus suivre le système éducatif occidental, hérité de la colonisation et du tutorat. Nous ne devons plus, c'est un nouveau système que nous sommes en train d'expérimenter depuis plus de 40 ans pour nous assurer qu'il n'y aura pas de couac lorsque, prenant la direction de l'Afrique, nous allons l'implémenter. Ce qui veut dire que déjà, rien que sur cette base, eh bien, il faut que ceux qui vont continuer à perpétuer ce système
sache que il y a un vent, un souffle qui arrive, qui va tout renverser. Ça, il faut déjà le savoir. Donc après le 12 octobre, sachez que quels que soient ceux qui vont prendre le pouvoir, eh bien, un nouveau système éducatif est en train d'arriver. Ça, je reviens sur le plan traditionnel, sur le plan culturel. J'ai vu un chef traditionnel doublé de ministre se décoiffer devant un ministre qui n'est que je veux dire, l'intermédiaire entre le colonisateur et le néocolon qui est ici. Il enlève son chapeau, un chef traditionnel africain. J'ai honte. Je voudrais vous dire, j'ai honte. Comment vous pouvez imaginer ça? Vous avez vu un chef l'autre jour là, quand des ministres et consorts viennent le voir, Sokudju à l'ouest, vous avez vu comment ça se passe avec un chef traditionnel? On ne touche même pas sa main. Mais qu'est-ce que je vois là? On est encore très loin, très très loin. Qu'est-ce que ces gens servent? Ces gens devant qui on se décoiffe en étant une autorité traditionnelle. Heureusement que ce n'est même pas des autorités traditionnelles. Parce que l'autorité traditionnelle africaine n'est pas dans tout ce folklore. Il est là dans le silence, en train de travailler pour le réveil et la renaissance africaine. Je voudrais toucher un autre pan, en dehors de l'aspect culturel. Je voudrais revenir sur l'aspect cultuel. Mais toutes ces personnes, y compris celles devant qui les chefs traditionnels africains se décoiffent, mais c'est des francs-maçons. Donc, toutes les directives viennent des loges maçonniques. Toutes les réflexions qui sont menées, y compris pour que la France puisse se diriger, ensorceler les Français qui souffrent aujourd'hui comme tout. Ça vient des loges maçonniques. Des loges maçonniques présentées comme des cercles philanthropiques, philosophiques, qui réfléchissent et qui travaillent au développement de l'humanité. Mobitan Yandaga, qu'est-ce que vous avez contre le développement de l'humanité impulsé par la maçonnerie? Si je n'avais pas été dans ces cercles, on pouvait encore chercher à me convaincre. Du contraire. Mais malheureusement, je les connais tellement bien. Pour avoir été moi-même à l'époque enseignant. Moniteur à la Rose-Croix. Alors, vous voyez donc que quand j'en parle, je parle d'autorité. Alors, maintenant, je voudrais vous dire comment est-ce que vous qui chaque matin, vous vous réveillez et vous partez prier à l'église. L'église qui a été fondée par le colon. Et vous venez, vous dites que vous allez réfléchir pour l'intérêt général des Camerounais. C'est un mensonge. Vous ne pouvez pas. On fait quoi donc? On ferme les églises, on ferme les mosquées? Mais vos directives viennent des principales loges maçonniques, y compris lové et logé au Vatican, qui est un véritable suceur d'argent des pays africains. Qu'est-ce que vous ignorez de tout ça? C'est ça la vérité. Les chefs d'État chrétiens, catholiques ou autres, ils cotisent combien par an pour le Vatican et l'Église catholique? Alors, et vous voulez dire, après le 12 octobre, il y aura rupture. Quelle rupture? Vous ne pouvez pas.
Vous êtes liés jusqu'aux cheveux, jusqu'aux os. Ce n'est pas possible. Quand ce n'est pas chrétien, c'est musulman. Et tous vos candidats là sont soit chrétiens, soit musulmans. Je ne sais même pas si je dois continuer de parler. Il faut pourtant. Monsieur Mbarga, que je continue? Oui, il faut continuer. Prenons l'aspect de la science pure. Mais un corrompu ne peut pas être intelligent. Je répète, un corrompu ne peut pas être intelligent. Illustration, s'il vous plaît. Il ne peut être qu'un mimeur, c'est-à-dire il mime, il enregistre et il perroquetise. C'est-à-dire il récite ce qu'il a enregistré. Et ceux-là, on les appelle les docteurs et les professeurs. Je voudrais vous en parler parce que la vraie science se développe sans passer par le système éducatif que vous connaissez. Regardez tous ceux qui ont inventé, innové dans le monde, quel que soit le pays où ils sont. Est-ce qu'ils étaient des docteurs d'État? Vous pouvez m'en citer? Est-ce qu'ils étaient des professeurs agrégés? C'était des génies. Et vous savez là où, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir des génies? Dites-nous. Il faut pratiquer la transmutation. Il faut transformer l'être. C'est trop profond, monsieur Mbarga. Alors quand je regarde le saupoudrage qu'on fait actuellement, je ne peux que dire, bon, pendant que nous travaillons sérieusement pour les choses sérieuses qui viendront, eh bien, nous sommes quand même là pour essayer de donner quelques conseils en accompagnant ceux qui sont encore en train de marcher actuellement, comme le président du PUR, que nous encourageons, le président Bello, le président Cabral Libi, le président, comment il s'appelle encore, Issa Chiroma, et tous ces gens ont dit, bon, allez-y, ça peut peut-être permettre qu'il y ait une alternance, mais l'alternance n'apportera rien. Il faut une alternative. Et pour qu'il y ait une alternative, la France doit être boutée dehors. On en vient dans le second segment à comment on arrive donc à bouter la France dehors. Monsieur Moubitan, j'avoue que à titre personnel, je suis un peu perplexe quand je suis votre raisonnement. Je sais pas, Monsieur, bon, on fait quoi? On ferme les églises, on ferme les mosquées, selon Monsieur Moubitan. Il nous dira sûrement tout à l'heure sur les aspects éducatifs. Comment on transforme l'homme? Comment on prépare l'homme qui va se libérer de ces chaînes du néocolonialisme-là? Comment on arrive à la rupture avec la France pour que précisément elle ne continue pas d'hypothéquer le développement du Cameroun au lendemain du 12 octobre prochain? Question plus précise, et elle nous est suggérée par un internaute. La France a-t-elle contribué à placer Paul Biya à la tête du Cameroun? Monsieur Mbon. Voilà. Avant de répondre à cette question, je voudrais un peu revenir sur ce qui m'a touché dans le propos de mon cher Monsieur Ndio. Lorsqu'il dit que la France et le Cameroun ont entretenu des relations bilatérales en tant que pays souverain. Alors ça m'a touché quand je sais que, et M. Moubitan, le patriarche l'a relevé, la relation entre la France et le Cameroun n'a jamais été horizontale. On parle de relations bilatérales lorsqu'il s'agit de relations horizontales, d'un partenariat gagnant-gagnant. Mais la France, qui est arrivée ici pour coloniser, donc pour exploiter, a noué une relation verticale qu'elle a maintenue jusqu'à ce jour. Elle n'a jamais été mutuellement bénéfique. De un. S'agissant de la souveraineté, elle n'a jamais existé, cette souveraineté. Pour preuve,
lorsque vous cheminez avec un partenaire et que tous vos avoirs sont logés dans sa poche, c'est lui qui choisit vos priorités. C'est lui qui effectue vos dépenses quand il veut. Le principe étant que quand vous avez gagné 5 francs et 10 francs, il les prend. En réalité, dans ces 10 francs, il ne vous revient que 3,5 francs. 6,5 francs sont, entre guillemets, logés quelque part parce que vous n'êtes pas capable d'épargner. C'est lui qui épargne pour vous. Et quand vous aurez besoin, il prendra de cette épargne pour financer vos besoins. Voilà le principe. Des besoins qu'il aura définis. C'est lui qui définit les besoins. Mais la réalité veut donc que... Et en finançant ces besoins, il vous renvoie votre argent sous forme de prêt à rembourser avec des taux d'intérêt. Il ne finance pas vos besoins. Il exécute pour vous les dépenses qu'il trouve prioritaires. Et quand c'est quelqu'un qui choisit vos priorités, vous n'êtes pas souverain. Déjà, à partir du fait que vos avoirs sont logés dans sa poche. C'est lui qui est juge de l'opportunité lorsqu'il faut dépenser. On ne peut pas parler de souveraineté. Alors c'était pour... Je ne veux pas beaucoup m'étendre là-dessus. Il n'y a jamais eu de souveraineté. Et il a circonscrit l'époque dont il veut parler à 1982, les années 80, les années du renouveau comme il l'a dit. Ce qui est aberrant avec les régimes néocoloniaux, c'est que lorsqu'un régime s'installe, eh bien, il inculque dans la pensée des citoyens que c'est à ce moment que l'État est né. Je veux rappeler que l'État camerounais est né en 1957. Sous André Marimbida. Sous André Marimbida. Quand Ahidjo prend, eh bien, pour lui, c'est lui le père de la nation. C'est avec lui que l'État est né. Mais Ahidjo était comptable de tout ce que Mbida a fait parce qu'il était vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ce schéma se répète avec Paul Biya en 1982. Quand Paul Biya vient aux affaires en 1982, eh bien, il est dit aux Camerounais que c'est à partir de ce moment, à partir du renouveau, que le Cameroun est né. Et tous ceux du RDPC, lorsqu'ils veulent parler, ils vous disent qu'à partir de 1982, donc les relations entre la France et le Cameroun, pour eux, commencent en 1982. Pourtant, Paul Biya est comptable. Collaborateur d'Ahidjo, il est comptable. Secrétaire général à la présidence de la République, il est comptable de la ministre. gouvernance d'Ahidjo. Il est comptable parce qu'il est son collaborateur depuis 1962. Et s'il a reçu le pouvoir comme un héritage, comme un legs, c'est parce qu'il a su gagner la confiance d'Ahidjo. Ahidjo a vu en lui quelqu'un qui allait en droite ligne de sa propre vision à lui, Ahidjo. Et donc il pouvait perpétrer cet héritage. Effectivement. Quel héritage donc? C'est lui de faire perdurer la néocolonisation au Cameroun. Parce que cette vision, elle est énoncée par De Gaulle au sortir de la conférence de Brazzaville en 1944. C'est là que De Gaulle fait comprendre aux Camerounais que l'indépendance, ils l'auront par étapes successives. La première étape sera l'autonomie interne. L'autonomie interne n'est rien d'autre que la néocolonisation. Cela veut dire que l'homme blanc va partir, l'autre blanc à la peau noire va le remplacer. Ce changement ne va pas influencer les objectifs du colonisateur, ne va pas influencer les méthodes du colonisateur. Les choses continueront telles qu'elles ont été placées. Et c'est dans cette perspective que nous sommes jusqu'à ce jour. On ne peut donc pas parler de souveraineté. Ça, c'était en matière monétaire. En matière économique, nous ne sommes pas, nous produisons, nous sommes producteurs de biens, mais nous n'avons pas la capacité, la volonté de les transformer. Nous avons la capacité, mais nous n'avons pas la volonté de les transformer. Parce que selon le colonisateur, nous ne sommes qu'un comptoir où il vient chercher les matières premières et il vient déposer sa camelote
que nous achetons à prix d'or. Lui prend à vil prix nos matières premières, il vient déposer sa camelote que nous prenons. Et c'est comme cela que cela a été pensé. Et ça se poursuivra aussi longtemps qu'il n'y aura pas la rupture que nous désirons. On a parlé sur le plan l'éducation. Les accords, un accord culturel, l'accord culturel stipule bien que les programmes, que le français sera la langue d'enseignement, le français sera la langue de travail. Les programmes scolaires seront définis par la France, les manuels scolaires nous viendront de la France. Seront édités par la France. Cela n'a pas changé jusqu'à ce jour. Cela n'a pas changé 65 ans après l'indépendance. Nous y sommes encore. Nous balade donc. Nous y sommes encore. Pour preuve, au regard des exactions que les Français ont faites dans ce pays, ils ont décidé que les Camerounais et le monde ne doivent pas en être informés. Et ils ont scellé cette partie sous le sceau du secret. C'est ça qui fait donc que l'histoire du Cameroun ne doit pas être enseignée aux Camerounais. C'est l'histoire de la France au Cameroun qui est enseignée dans nos établissements scolaires. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Je ne sais pas comment vous me direz que nous sommes un pays souverain, là où les enfants ne peuvent pas apprendre leur histoire. Par conséquent, ils n'ont pas de modèle. Les modèles, c'est De Gaulle. De Gaulle, que les Français eux-mêmes, certains contestent. Parce que, au moment critique, il a fui le combat. En tant que général, il a abandonné son armée, il a fui le combat. Certains Français le critiquent. Le modèle, c'est le clerc. Le clerc. Celui qui vient ici, étant effectivement capitaine, mais parce qu'il doit rencontrer le commandant d'armes en place ici, qui est le lieutenant-colonel, il faut qu'il trafique les galons de colonel. Et voilà nos modèles. Le lycée le plus important du Cameroun porte quand même ça. Il est le clerc. C'est comme ça. Voilà nos modèles, hein, c'est eux. Les principales rues sont baptisées à leur nom. Le chef d'État camerounais, dans le cadre de ses relations, a senti que ça pouvait tourner très mal pour lui. La nécessité de se constituer une armée, une force de défense solide s'est imposée. Donc pour ses besoins personnels, cet accord-là, on peut dire peut-être qu'il ne l'a pas renouvelé, mais tous les autres continuent de nous embrigader. Mais qui peut le plus, pouvant le moins? Pourquoi ce qui a été fait pour ce qui est de l'accord de défense, pour ce qui est de l'armée, ne peut pas être fait pour l'accord monétaire sur le franc CFA par exemple, qui justement vampirise toute l'énergie et toutes les ressources des Camerounais? Bon, j'ai suivi dernièrement Madame le Premier ministre italien qui parlait vraiment à nos lieux et places. Ça descend à son collègue, au chef d'État français, pour lui dire que eux, ils n'ont jamais touché au franc CFA. Mais c'est grâce au franc CFA que la France aujourd'hui est comptée parmi les puissances mondiales. Que si, maintenant qu'il y a ce démantèlement, si ce démantèlement se poursuit et que la France se voit sevrée des bienfaits du franc CFA, de franc CFA et de tous les biens qu'elle prend dans les colonies, elle deviendra un pays pauvre. C'est elle qui le dit. Une France qui aujourd'hui... Cela justifie donc le fait que ces chefs de l'État, qui pour la plupart accèdent au pouvoir avec la complicité de la France, ne sont donc pas moralement habilités à prendre des décisions qui inquiètent la France. Rompre avec ces relations, c'est mettre la France en difficulté et un peu se mettre en difficulté eux-mêmes. Il faut une nouvelle génération qui est décomplexée. Ceux-là ne peuvent pas. La France, la question de l'internaute qui demande, la France a-t-elle manœuvré pour l'avènement de Paul Biya au pouvoir? A-t-elle travaillé à son maintien durant ses 43 ans à la tête du Cameroun?
Étant dans la néocolonie que vous avez décrite. Oui. Si, par principe, les chefs d'État africains, notamment ceux de l'Afrique francophone, doivent être adoubés par la France pour s'asseoir au fauteuil, on ne peut pas dire que c'est Paul Biya qui a échappé à ce principe-là, de un. Quand on voit la relation qu'il y a eu entre Ahidjo, la rupture qui s'en est suivie, la position de la France par rapport aux deux, la France a soutenu Paul Biya. Troisièmement, quand Paul Biya, au perron de l'Élysée, rappelle au monde entier, et notamment à nous, ses concitoyens, qu'il est le meilleur élève de la France. Alors lorsqu'on met toutes ces choses ensemble, je crois qu'on pourrait répondre par l'affirmative. Valentin Georges, je vous passe à présent la parole. Pourquoi le démantèlement ou alors le contournement de l'accord de défense par le Cameroun, l'accord de défense avec la France, n'a pas pu être prolongé pour ce qui est de l'accord monétaire avec le franc CFA? Pourquoi le RDPC ne propose pas, ne s'attarde pas sur la question de la monnaie? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment justement que cette question monétaire plombe un peu même les efforts qui sont faits par le gouvernement du renouveau pour sortir le Cameroun du marasme économique dans lequel il est aujourd'hui? Je vais déjà vous inviter à retirer le mot quand vous parlez de marasme économique. Soyons modestes. Du moins, oui, parce que... Un mot que le président Biya a parfois lui-même utilisé pour décrire la situation du Cameroun. Le marasme Pourquoi devrais-je le retirer? Le Cameroun n'est-il pas en situation de marasme économique? Non, le Cameroun n'est pas en situation de marasme économique. Au vu de ce que le Cameroun, les institutions monétaires, les institutions politiques du Cameroun contrôlent. Quoi précisément? Le pays. Sur le plan politique et sur le plan économique, il y a beaucoup qui est fait. Et je vais vous inviter, l'économie, tout ce qui participe à l'épanouissement de l'homme, contribue également au développement économique. Est-ce que ce qui est fait justement en termes d'efforts est suffisant pour apporter la prospérité? C'est Paul Biya lui-même qui avait promis cette prospérité au Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les ménages, on a les 3 repas garantis, qu'on peut s'offrir un toit au-dessus de sa tête, qu'on peut se soigner convenablement? Ou en est-on avec la gratuité de l'éducation primaire promise en 2004? Nous sommes en 2025, monsieur Njor. Alors, le Cameroun est bel et bien prospère. Parce que vous et moi, et tous les Camerounais, je peux le dire, nous mangeons. Mais maintenant, ça peut dépendre de chacun des citoyens, comment pouvoir se trouver ce pain quotidien. Mais de façon générale, je ne pense pas que là-dehors, il y a quelqu'un qui est couché parce qu'il n'a pas mangé. Il y a la souveraineté. Il y a la souveraineté. Quelqu'un est-il mort là-dehors parce qu'il est mort de faim? Non. Mais qu'est-ce que vous pensez, monsieur Njor? Vous en avez croisé en arrivant à ce studio? Je ne crois pas. Alors, je vais permettre. Nous sommes en période de campagne. Bon, ça pourrait être. Ça, c'est pas je vais vous permettre. Allez-y. La rupture, le président de la République, justement, apporte la rupture de la suite de la conférence de Brazzaville dès 82. Je n'ai pas dit que l'État du Cameroun naît en 82. Pas du tout. L'État du Cameroun construit les relations avec la France en 82. J'ai dit les relations du Cameroun avec la France ont connu plusieurs phases. Je pense que, mais en 82, ce que vous prenez pour rupture le 12 octobre, nous y sommes déjà depuis le 6 novembre 1982. Oui. Alors, mon cher, les faisceaux culturels ou cultuels sont mis en place par l'État du Cameroun depuis que notre pays existe.
Nous savons tous... L'État du Cameroun qui a fait... je vous mets vous me... D'accord, je vous laisse poursuivre. Voilà, laissez-moi poursuivre. Alors, la formation des Camerounais dans plusieurs domaines, depuis 1960, a connu plusieurs mutations. Nous savons tous qu'à la sortie des indépendances ou de l'indépendance du Cameroun, plusieurs de nos compatriotes de cette époque-là allaient se faire former dans différents domaines à l'étranger. Et l'État du Cameroun a pensé à nationaliser l'éducation. L'éducation du niveau basique à l'enseignement supérieur, au point d'avoir des institutions de formation dans notre pays et plus pour aller étudier à l'étranger. 11 universités d'État. Aujourd'hui, on peut compter 11 universités d'État pour dire que le processus a continué et s'est amplifié avec le président de la République, Paul Biya, dans le souci justement de mettre le citoyen camerounais au centre des préoccupations de développement. Parce que pour développer, il faut maîtriser son environnement. Et c'est pour cela que le président de la République, tout récemment encore, a pensé qu'il était bon. Notre aîné qui est là, qui est en face, Monsieur Mobitan, Monsieur Mobitan qui a fait par le passé, il a reconnu qu'il a été dans les écoles de pensée, de pensée occidentales entre guillemets, parce que quand on va bien chercher, toutes ces écoles sortent de l'Afrique. Alors, avec élégance. Je pense que avec la loi promulguée tout récemment par l'Assemblée ou nos différentes chambres, prend en compte nos us et coutumes. Et le président de la République a mis l'accent sur nos traditions, sur nos us et coutumes. Au niveau de l'État, les chefferies traditionnelles sont représentées dans des institutions de décision. En tant qu'auxiliaire d'administration. Voilà. Je dis, dans les chefferies traditionnelles sont des auxiliaires de l'administration. Voilà. Mais dans des institutions de décision, on en trouve aussi, pas en tant qu'auxiliaire, mais en tant que décideur. Parce que, étant des chambres, on ne va pas rentrer, si vous voulez, dans nos différents conseils régionaux, on en trouve. On trouve les organisations des chefs traditionnels qui participent à plusieurs rencontres pour apporter un appui, un soutien aux politiques publiques, ce qui n'est pas rien. Et les lois aujourd'hui qui promeuvent tout ce qui est us et coutumes. Les praticiens ne sont plus logés dans la clandestinité. Ils se sont organisés en... La polygamie. Du moins, le mariage, comment est-ce qu'on va dire ça? Coutumier. Le mariage coutumier, je voulais dire. Le mariage coutumier, qui est considéré aujourd'hui plus que jamais. C'est pour dire, le président de la République, c'est tout cela, ça c'est des cas d'exemple. C'est tout cela qui met en exergue pour nous sortir de l'engrenage de la colonisation. Parce que c'est un processus qu'il a entamé depuis 1982. Et ce processus, justement dans les curricula d'enseignement, plus que jamais également, trouve du répondant par le contenu des enseignements. Ce contenu des enseignements a été révisé. Et déjà la loi d'orientation. La loi d'orientation au niveau secondaire et primaire, et même la loi d'orientation au niveau universitaire, met l'accent sur
les compétences et plus que jamais, les contenus aujourd'hui rentrent dans les aptitudes à développer. Le génie à créer, justement, M. Mobitan, il parlait, les inventeurs ne sont pas les docteurs, mais les inventeurs, il suffirait d'aller dans les foires artisanales, vous allez les trouver par centaines chez nous. Les politiques publiques ont amorcé l'industrialisation de masse. C'est un processus aussi dans lequel nous sommes, qui est conséquent à une somme d'éléments tels que l'énergie. Et c'est pour ça que le président de la République... Qui reste largement insuffisant. C'est pour ça que le président de la République met l'accent au développement de l'énergie. Parce qu'on ne peut pas parler d'industrie sans énergie. Donc, je continue, je dis, oui, toutes les politiques publiques mettent l'homme au centre, je veux dire au centre de ce développement. Et nous pouvons le voir. Nous sommes ici. Je ne pense pas que ce sont les Français. À une époque, on a connu la coopération française qui enseignait dans les lycées. Il en existe encore. Je dis non. Plus ça. Parce que... Et le Cameroun est les pays d'Afrique avec les taux d'alphabétisation les plus importants. Nous sommes là, dans un joyau, dans une chaîne de télévision qui est tenue par qui fait partie d'un groupe. Et on parle de l'alphabet français. Qui fait partie d'un groupe de développement, de médias. Et justement, c'est parce que l'homme étant au centre de préoccupation des politiques publiques, on a pu développer comme ça des milliers de Camerounais dans l'approche du promoteur de cette chaîne de télévision qui emploie les Camerounais et ça permet de lutter contre le chômage. Donc pour vous dire que vous ne pouvez pas avoir un regard assez... aussi sombre? Non, pas sombre. Fataliste? Non actualisé oui, qui soit non actualisé de la réalité. Peut-être, quand je vois je peux me tromper sur votre âge, mais je peux également comprendre que il s'est passé beaucoup. Il s'est passé un homme du passé. Il s'est passé de votre point de vue. Il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, le président de la République a mis l'accent sur un certain nombre de points pour lesquels le Cameroun a connu une avance sur le temps. Madame, elle a parlé de la fraternité. Nous sommes dans un État qui respecte les libertés individuelles. Le président a pensé que la démocratie était plus important que le système dans lequel le pays a été par le passé et les libertés individuelles. Et dans cette démocratie, dans notre État, nous pensons plus à la solidarité. Il existe la solidarité nationale dans notre pays et sur fond de souveraineté, parce que les éléments, si nous allons le 12 octobre, ce n'est pas les Français qui vont voter votre candidat. Je pense que vous avez un candidat à l'élection présidentielle. C'est la souveraineté nationale, c'est vous. Et pourquoi est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas souverains quand vous avez à faire un choix? Oui, je peux vous comprendre sur un certain nombre de choses qui sont d'éléments, qui sont des éléments de souveraineté. La question monétaire. La question monétaire. On a bien pu s'émanciper ici et là. Oui. On a multiplié les partenariats avec la Chine. La question monétaire. Brésil. On s'est doté d'une armée. On a même acquis tous les bénéfices que vous énumérez. Voilà. Pourquoi sur la question monétaire vous demeurez si peu disert? Est-ce que l'usage du franc CFA est un motif de satisfaction pour le régime du renouveau? Nous sommes dans une relation bilatérale avec un partenaire stratégique. Et par conséquent, le processus dans lequel nous sommes entrés, justement, pour parler de la monnaie, est un processus qui se fait
de façon collégiale avec notre partenaire stratégique. Et le président l'accord monétaire, l'accord monétaire dont il est question stipule clairement dans son article 1 que chaque partie se sentant lésée peut décider unilatéralement de dénoncer cet accord-là. Alors, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et nous sommes en diplomatie. Et la diplomatie a ses règles. Et je pense que le président de la République tient le bon bout dans le processus. C'est quand même un processus de nationalisation. Vous rassurez les téléspectateurs? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Nous sommes dans un processus. Et vous savez très bien quels ont été les rapports du président Paul Biya et le colonel Kadhafi sur la question de la monnaie. Et est-ce que vous avez souvenance de ce que disaient les leaders africains sur la question de la monnaie, sur l'idée de la monnaie, de la souveraineté africaine sur la monnaie, lors des rencontres à l'époque, l'OUA et plus tard l'Union africaine? Je pense que l'un des chefs d'État africains, si ce n'est le président Abdou Diouf, dans son autobiographie, il en parle et il dit que pense le président de la République, Paul Biya, sur la question de la monnaie au sein des pays africains, beaucoup plus des pays du giron français. Donc je pense que tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui, nos compatriotes de l'opposition, n'est que calqué sur les politiques, sur le projet politique du président de la République. Nous sommes dans ce chantier, nous sommes dans ces différents chantiers depuis les lustres. Permettez. Oui, vous n'allez pas monopoliser la parole. Ça fait 12 minutes que vous parlez. Oui, bon, je ne vais pas dire que j'en fasse trois proches. Trois proches qui sont face aux politiques publiques conduites par le président de la République, pour dire aussi que les relations entre la France existent bel et bien. C'est pour ça que M. Mobitan a dit qu'il n'y a pas de relations entre la France et... Pour vous, elles existent? Elles existent, et c'est pour ça que... c'est des relations d'égal à égal. C'est pour cela que les Camerounais vont se déplacer pour aller en France en passant par une mission diplomatique. Et je pense que si ces relations n'existaient pas, on n'en serait pas là. D'accord, c'est ce qu'on va retenir. Oui. C'est ce qu'on va retenir. Albertine Matomba, je suppose que vous avez envie de réagir au propos de M. Ndjo, qui a terminé son argumentaire quand même en suggérant que le PURS plagie, copie des éléments du programme souverainiste du RDPC et de son candidat Paul Biya. J'imagine que c'est... vous en avez les bras qui vous tombent, si je peux me permettre. La vérité, c'est que les débats télévisés souvent laissent entendre des choses assez énormes. Et parfois, je me demande... Vous ne les dites pas moins, ces choses-là. Dans les débats. Et je me demande si les auteurs des paroles prononcées sont souvent vraiment conscients, ou alors ils vous n'êtes pas consciente? Vous ne l'êtes pas? Non, laissez-moi achever. Non, ou alors vous êtes juste en train de faire de jouer un rôle pour qu'on dise, mais je vais vous dire une chose. C'est le même rôle que vous jouez également. Monsieur Ndjo, oui, je n'ai pas... Allons-y. Lorsque je viens sur ce débat, dans un débat télévisé... C'est pas pour jouer un rôle, c'est ça? C'est pas pour m'opposer à vous, c'est pour m'adresser aux Camerounais qui doivent savoir aujourd'hui qu'un autre cap est possible. Un autre cap est possible, et si ce cap est possible, il ne saurait partir de la médiocrité dans laquelle nous sommes plongés. Nous voulons sortir de la médiocrité pour espérer un idéal, pour essayer de retrouver la félicité que recherchent tous les Camerounais et dont les jalons ont été posés par les Ruben Oumniobé. Alors, ce plagiat est sur les nationalistes, ceux-là qui ont donné de leur vie, qui ont versé de leur sang, qui ont été sacrifiés
Encore que ils auraient voulu justement tracer la voie pour que ce pays soit souverain. Et plus de 60 ans après, on n'a pas encore atteint la souveraineté. Et il est donc de notre responsabilité de dire ce sacrifice n'a pas été vain. Et ce sacrifice n'a pas été vain parce que grâce au président de la République, vous avez la parole. Grâce à Paul Biya. Parce que c'est lui qui m'a donné l'usage de la parole. De la liberté, oui. Quelle liberté? Celle que vous Je n'en ai pas, malheureusement. C'est aussi l'œuvre de Maître Yondo Black, d'Anissé Kane, de Henriette Ekoué, qui se sont mouillés, qui ont fait de la prison pour l'obtention de ces libertés, M. Valentin John. Le président Biya l'avait annoncé depuis 1982. Oui, pas de gaieté de cœur. Avec beaucoup de plaisir. Voilà. Au vu de ce que ses pairs africains, chefs d'État, ce n'est pas ce qu'il dit dans le rapport de 46 du libéralisme communautaire. Hein. Si. Non. On pourrait relire ensemble l'ouvrage dans lequel le président Biya défend justement l'idée de ce que les États africains sont trop jeunes pour s'ouvrir au multipartisme. Non, notamment. Pas du tout. Monsieur Valentin Jean, on fera peut-être ces débats autrement. Albertine Matomba, je vous sais, gentleman, va poursuivre justement son propos. C'était son temps de parole. Alors, je voulais dire, ou je dis que les propos de M. John ne sont pas ce qui me retient ici, mais ce qui me retient, c'est de dire aux Camerounais qu'un autre cap est possible et à partir du 12 octobre, il est possible. Parce que je veux te dire que il faudrait que nous mettions fin aux accords asymétriques qui lient le Cameroun à la France. Absolument. Si on ne met pas fin à ces accords, on pourra faire 100 000 plateaux, on pourra convoquer la souveraineté, elle sera toujours un idéal vers lequel nous allons nous projeter. On veut parler des relations d'affaires. Je pense que le sage Moubitan a essayé de le dire tout à l'heure. Pour parler de relations, vous ne pouvez pas vendre les machines et moi je vends les mangues. Et qu'on dise qu'on est en relation d'affaires. Il faudrait qu'il y ait entre les États une sorte d'échange et de réciprocité des procédés qui font en sorte qu'on se respecte en tant qu'État. Aujourd'hui, le paternalisme politique que subit le Cameroun doit justement s'arrêter. Paternalisme. Paternalisme. Donc on a un père, quand il t'appelle, tu dis oui papa. Lorsque j'étais jeune... Est-ce que c'est pas caricatural ça? Non, mais je vais vous dire quelque chose. Cette caricature représente la réalité même. C'est la réalité. Et je vais faire une confidence sans citer les contemporains. Il fut une époque où j'étais proche d'une personnalité de ce pays nommé à l'étranger comme ambassadeur. Et alors, lorsqu'il a reçu un coup de fil de Yaoundé, il était là. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Et son ami de le tapoter, mais il ne te voit pas. Pourquoi est-ce que tu te courbes en train de parler à quelqu'un au téléphone? En fait, ça fait rigoler, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a besoin de sortir de ces accords asymétriques. On a besoin de retrouver, et cela partira d'une éducation... On a également besoin de sortir du respect. Du respect? Oui. Et valeurs. Vous parlez de quel respect? De valeurs. Mais de quelle valeur parlez-vous? De quelle valeur parlez-vous? Nous sommes dans le respect et nous sommes dans les valeurs. Réclamer... Oui, monsieur. Même sur nos téléphones. Réclamer... Mais je peux dire oui, monsieur, sans me mettre à genoux, parce que vous n'allez pas me voir. Mais ça vous montre quelle éducation... Ça vous montre quelle éducation et à quel niveau le cerveau a été mis sous contrôle. C'est bien qu'on n'arrive plus à réfléchir. Voilà pourquoi, au PURS, nous proposons la réforme du système éducatif. Absolument. Et dans lequel il faudrait un cadre d'orientation. Un cadre d'orientation qui sera basé
sur les perspectives de développement que nous pensons pour le Cameroun. Oui, c'est ce qui est fait dans la loi. La personnalité de base. Merci, très bien. La personnalité de base. C'est ce qui est fait par la loi. La personnalité de base. On nous parle aujourd'hui d'un Cameroun bilingue qui est bilingue sur le papier. Dites-moi combien de Camerounais parlent français et anglais. Il y en a. Mais il y en a pour combien de millions de Camerounais? Je suis désolé pour tous ces processus. Quel processus depuis 60 ans? Oui. Et depuis 60 ans, on a connu des Camerounais bilingues. Je vais vous dire une chose. Oui. Je vais vous dire une chose. Il y a les docteurs au Cameroun qui parlent parfaitement français. Parce qu'ils viennent. Et les deux langues. Certains. Mais la grande majorité se retrouve dans le pidgin parce que c'est quelque chose qui a été créé par les Camerounais et ils se retrouvent. Voilà pourquoi, dans notre processus de souveraineté, il y a la langue. Monsieur Mbarga Abega, il nous faut une langue nationale parce qu'on a la qui ne soit ni le français ni l'anglais. Qui ne soit ni le français ni l'anglais. C'est des langues d'emprunt. Et dans le système éducatif que nous allons mettre en place, pourra arriver, parce qu'il faut arriver à dissocier le système éducatif et les langues d'apprentissage. Quand on a mis un système, ce que nous voulons après le cadre d'orientation, il nous faudra un socle commun de compétences qui va permettre aux Camerounais d'être plus ou moins instruits de façon commune, ce qu'on appelle tronc commun, de la CIL ou de la 6e jusqu'à un certain niveau, avant que les spécialisations ne viennent. Mais c'est ce qu'on appelle l'alphabétisation. Ça existe déjà, madame. On va laisser madame Matomba poursuivre, s'il vous plaît. Ça existe, mais est-ce que l'éducation est obligatoire? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Vous ne connaissez pas les gens qui ne vont pas à l'école? Moi, j'en connais à cette rentrée scolaire qui n'ont pas pu aller à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une place dans un établissement scolaire. Madame, je parle sous le contrôle de l'enseignant qui est à ma droite. C'est madame Matomba qui a la parole, s'il vous plaît, monsieur John. Laissons ce que vous faites sur papier de façon administrative, mais je vous amène dans la vraie vie, dans la vie réelle. Ne pas avoir les moyens, ne veut pas dire que l'éducation n'est pas obligatoire. Une éducation, c'est pas ce que ça veut dire pas gratuit. Maintenant donc, monsieur John, oui, allez-y. C'est madame Matomba qui a la parole. Donc c'est pour dire à madame qu'elle est dans des paradigmes qui existent. Et madame poursuit. Monsieur allez-y. Vous qui n'appréciez pas beaucoup. Oui, madame Matomba. Une étude de la Banque mondiale nous fait savoir qu'au premier trimestre 2026, il y aura environ 8 millions de chômeurs au Cameroun. Et on se demande comment faire face à cela. Et quelqu'un va me dire que l'éducation est obligatoire, que nous avons une éducation basée sur le socle de compétences, que nous avons une éducation de qualité sans industrie. Comment est-ce que nous pouvons avoir l'industrialisation au Cameroun si nous bradons nos matières premières aux colons pour qu'eux ils partent les transformer et revenir nous vendre parfois les débris à des prix qui dépassent l'entendement humain? Je pense que le temps est arrivé, ce temps est déjà là, de pouvoir mettre une véritable politique de développement pour ce pays qui sera basée sur l'industrialisation. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que nous devions reconquérir notre autonomie énergétique. On nous parle des structures mises en place, les barrages à gauche, à droite. On a Eneo qui n'arrive même pas à satisfaire les ménages, mais c'est fait à dessein. Nous avons les matières premières chez nous, sur le plan agricole, sur le plan même naturel, le bois et j'en passe. On a du pétrole, mais on n'a même pas une seule raffinerie. On a la Sonara qu'on aurait pu entretenir et moderniser, développer, puisque l'État paye. On n'a pas une raffinerie.
Hein? On n'a pas une raffinerie. On a. Elle en a une. Elle en a. Qui a connu. Qui a connu? Et la Sonara a-t-elle jamais raffiné le pétrole? Elle a-t-elle jamais raffiné le pétrole? Votre patron, la France, a 11 raffineries sans aucun La France existe depuis 200 ans. Oui, mais ils prennent quoi et où? 200 ans. Mais vous voulez résister 200 ans? Nous, Ils n'ont pas ce que Dieu nous a donné, à 60 ans, ce que nous avons... Ils n'ont pas ce que Dieu nous a donné. Vous n'allez pas me dire, il y a des gens qui travaillent depuis 50 ans, ils sont enseignants, mais parce que ils sont héritiers d'une éducation, il fallait. Mais aujourd'hui, il y a les MBA, il y a les doctorats, et quelqu'un est embauché, il est payé à 6 fois ce que quelqu'un gagne alors qu'il est là depuis 60 ans, 200 ans. Vous n'allez pas me dire que le Cameroun va devoir attendre 200 ans, parce que la France n'a pas le tiers de pétrole de ce que le ciel a bien voulu nous nantir. Nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons le... Je vais citer quoi et laisser quoi. Donc nous devons avoir et établir dans cette nation une politique de développement qui tienne compte des besoins des Camerounais. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne serons pas des anti-français, mais nous sommes des pro-camerounais. Comme on dit au quartier, le Cameroun d'abord. Quand on va dire le Cameroun d'abord, on prendra des mesures qui mettent le Cameroun d'abord. Voilà pourquoi Serge Espoir Matomba, président, dit un toit sur chaque Camerounais, 3 repas par jour, l'éducation et la santé, un droit, parce que ce sera le Camerounais d'abord. Quand on aura éradiqué les problèmes de faim, on pourra asseoir donc les mécanismes et les méthodes pour pouvoir arriver à une industrialisation qui va tenir compte des enseignements que nous aurons prodigués à nos apprenants. C'est-à-dire vous allez former et faire des industries après. Monsieur Moubitan, je vous passe. Nous allons former, on va faire mieux. S'il vous plaît. On va dire aux colons, permettez-moi s'il vous plaît. Rapidement. Vous voulez nos matières premières, venez chez nous et transformez-les localement. Voilà, par exemple. Voilà. Nous sommes dans les transferts de compétences depuis. Oui, et ça fait. Il y en a combien? Il y a des usines. Il y a de quelles usines? Il y en a. Monsieur Jean, il y a combien d'universités d'État, mais il y a environ 500 étudiants qui vont en France à toutes les rentrées scolaires. C'est l'économie. D'accord. C'est l'économie camerounaise qui s'en va. Les ménages qui souffrent pour faire tourner. Monsieur Jean, vous n'avez pas la... Non, je ne permets pas. Cette fois, Monsieur Jean, cette fois, je ne vais pas permettre. Je me pose la question. Cette fois, je ne vais pas permettre. Madame Matomba, votre temps de parole est arrivé à expiration. Monsieur Jean, je ne vais pas permettre cette fois, tellement on vous a permis d'interrompre Madame Matomba. La parole est à Monsieur Moubitan Yandaga. C'est son tour de parole, justement son deuxième tour de parole sur ce plateau. J'imagine qu'il a beaucoup à dire après avoir entendu tout ce qu'il a entendu. Moi, j'ai envie de l'entendre sur le caractère occidental des écoles de pensée évoquées justement par Monsieur Jean et la question précisément de la formation-transformation. Un système éducatif qui ne forme pas mais qui transforme les Camerounais. Je souhaite, Monsieur Moubitan, pour la compréhension de nos téléspectateurs, puisque c'est pour eux que nous sommes là, que vous puissiez coller des réalités à ces concepts-là. Comment vous y arrivez? Mbok Basson, qui n'est pas très loin de votre pensée, de vos postulats, et je peux me tromper, lui postule carrément, Mbok Basson, le professeur, qu'il faut, pour un pays comme le Cameroun, pour les pays africains, rompre justement avec l'ordre religieux et ésotérique qui nous vient d'ailleurs, fermer les églises, fermer les mosquées. Il est absolument radical là-dessus. Est-ce que vous suggérez le même chemin? Bien. Alors, je voudrais encore dire à notre ami RDPciste. Alors, il faut savoir que c'est pas les écoles actuelles que vous appelez écoles de pensée. C'est-à-dire, vous parlez des mouvements francs-maçonniques, rosicruciens et tout le reste là. Ce n'est pas des écoles de pensée. Ils ne pensent plus dans ces écoles.
il n'y a plus de pensée là. Il n'y a plus de philosophie dans ces écoles. Et vous-même, vous avez dit toutes ces choses sont venues d'Afrique. Alors, vous voyez, lorsque vous voulez penser, vous devez absolument détourner votre attention de la pensée. C'est la condition pour penser. C'est-à-dire que tant que votre conscience est arrivée dans le ventre et le bas-ventre, et c'est le cas de ce que vous appelez école de pensée. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout ça actuellement, c'est des écoles d'abrutissement de la pensée. Et j'en parle parce que j'ai pris la peine de faire la différence entre penser avec EN et penser avec PA, avec AN. Alors, lorsque vous pensez avec EN, ça veut dire que vous avez réussi sur la base de la pureté dont un franc-maçon disait, parlant aux étudiants au Sénégal, à la jeunesse sénégalaise, il y a quelques années. Le franc-maçon président français dit ceci à la jeunesse africaine. Je le cite textuellement. Il dit, ne cédez pas, jeunes Africains, ne cédez pas à la tentation de la pureté, car la pureté est une maladie de l'intelligence. Notre ami du RDPC, vous voulez que je répète? C'est un franc-maçon qui dit ça. Et vous appelez cela des produits de l'école de pensée? Non, c'est pas possible. Alors, quand quelqu'un vous dit donc de ne pas céder à la tentation de la pureté, ça veut dire qu'il est devenu un matérialiste outrancier, et le résultat, c'est la faillite sur le plan intellectuel, spirituel, intellectuel, culturel et économique. Et c'est pour cela que la France est morte à l'heure où je vous parle. Elle est morte. C'est fini la France. Vous savez ces jours-ci que la France est devenue le 15e pays dans le classement mondial. À l'époque, ils étaient la 5e puissance. Aux dernières nouvelles, ils sont 15e. L'année prochaine, ils seront 37e. Alors, ne me parlez plus de la France. Si on doit avoir des relations avec certains États, s'il vous plaît, dégagez-nous de la France. Je souhaite qu'après le 12 octobre, je sais que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a personne qui a ce plan-là, que désormais, on puisse arriver au stade où toutes les sociétés, les 200, presque 40 sociétés françaises qui sont au Cameroun, les sociétés françaises, elles sont près de 250. Que toutes ces sociétés soient nationalisées. Voilà ce qu'on appelle la rupture. Qui est prêt à le faire? Le PURS. Le PURS s'est dit prêt à le faire. Le PURS? Oui. Enfin, c'est ce que j'entends sur le plateau. Bon, d'accord. Alors, je voudrais quand même... vraiment, je sais que Madame Matomba, elle est... Oh là là, c'est une femme... Quand elle parle, c'est vraiment une maman. Vous sentez le souci, la préoccupation réelle d'une femme qui se soucie de ses enfants, en fait. Parce que quand elle parle du Cameroun, là, tu sens que, en fait, elle voit les hommes, ce sont ses enfants et tout. C'est pour cela que j'ai toujours rêvé qu'une femme prenne la tête. Si ça avait été Madame Matomba, qui était candidate du PURS, je peux vous dire que je pouvais facilement vous voter.
Ça, c'était en passant. C'est quoi la différence entre madame et monsieur Matomba? Non, la différence c'est que l'un est masculin et l'autre est féminin. Et vous savez, là où les masculins nous ont amenés jusqu'à l'heure où je parle. Parce que ce ne sont même plus des masculins, ils sont devenus féminins. Suivez mon regard. Ce n'est pas M. Mbon qui me démentirait. Bon. Alors, mais par contre, Madame Matomba est restée Madame, féminin. Ça se voit même sur, comme on dit, son visage, sa structure, sa façon de parler, la douceur, la féminité qui transparaît et tout. Vous ne la voyez pas, elle n'a pas été entraînée dans le féminisme que les francs-maçons ont introduit dans le monde et en particulier en Afrique. Voilà, vous voyez une femme qui est restée femme. Les autres sont devenus durs comme fer. Quand vous les regardez, vous les entendez parler, aucune douceur. Alors, je voudrais donc vous dire, concernant votre préoccupation sur qu'est-ce qu'il faut faire donc, sur le fait que est-ce qu'il faut détruire, finir avec les églises, les religions, tout ça là. C'est une préoccupation, je vous dis, elle est importante. C'est la clé même de tout. Il y a un pasteur, c'est une anecdote de quelques secondes, un pasteur qui a ouvert son église quelque part à côté de chez moi, ici dans mon village, où je suis en train de m'installer en ce moment, dans l'arrondissement d'Ombessa. Chaque jour, ils viennent, ils aboient comme des chiens, ils aboient, c'est-à-dire leur Dieu. J'ai donc appelé ce pasteur au téléphone pour lui dire, pour qu'on cause, avant que je ne saisisse les autorités, pour qu'ils cessent de nous embêter. Alors j'ai demandé à monsieur le pasteur, est-ce que votre Dieu là, lui pour qui vous écoute, pour qui vous entende, vous devez d'abord faire autant de boucans? C'est la question que j'ai posée au pasteur. Vous voyez dans quel cadre, dans quelle situation se trouve, on est en train d'abêtir les Africains et les Camerounais en particulier, avec ces histoires de prières, de je ne sais pas quoi. Au lieu de travailler, on entraîne les gens dans des prières pour des Jésus imaginaires et tout ça. Les gens ne travaillent plus, ils crient tous les jours. Jésus m'a sauvé, Jésus, démon sort et consort. C'est des fous qu'on est en train de former, des anormaux conformes en Afrique. Alors je vous en parle parce que ça nous gêne, ça nous fait mal de voir comment le gouvernement laisse se perpétuer ce genre d'abêtissement de l'homme. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un, au lieu d'aller se faire soigner, commence à prier pour que le cancer quitte son corps. Et ça, on regarde, personne ne dit rien. Même ne serait-ce que créer même un observatoire des religions pour essayer de voir quelle est la plus-value, qu'est-ce que ces religions apportent au Cameroun et à l'Afrique. On aurait pu penser à quelque chose de ce genre. Un observatoire pour voir si même ce qui se passe à l'intérieur, c'est orthodoxe. Quand on a terminé de fermer les églises, on les remplace par quoi, M. Moubita? Mais par ce que les ancêtres africains ont fait de mieux dans le monde, à savoir la religion naturelle, la science naturelle, l'économie naturelle. C'est cela qu'il faut vivre, c'est ça qu'il faut remettre en place. Ça suppose quoi concrètement? Par exemple, dans quel domaine? L'agriculture. Hein? Parlons d'agriculture. De l'agriculture, on va désormais pratiquer l'agriculture naturelle. Et c'est ce que je pratique, moi qui vous parle. L'agriculture naturelle. C'est-à-dire sans engrais chimiques, sans pesticides, sans fongicides, sans destruction du sol.
Voilà ce qu'on appelle l'agriculture naturelle. Et c'est de ça qu'on a besoin. Je peux vous développer cela pendant des heures. Peut-on industrialiser avec cette agriculture-là? Comment? Peut-on industrialiser avec cette agriculture-là? Qu'en est-il du rendement? Mais qui vous a dit qu'on a besoin des industries? Je vous dis, c'est-à-dire, non, on a du travail. Hein? Est-ce que vous parlez d'industrie parce que les Blancs ont fait les industries? Vous avez connu l'Afrique, l'Égypte antique? Vous avez déjà vu les vestiges des industries dans l'Égypte antique? Qui a rayonné une civilisation magico-spiritualo-scientifique pendant près de 3000 à 4000 ans sans industrie. Vous ne pensez pas que... Est-ce que les gens réfléchissent? Vous croyez qu'on a besoin de ça? Monsieur Mbarga, je vous ai déjà demandé de visiter mon village, vous allez voir de quoi il s'agit. On n'a pas besoin d'industrie, on a besoin de l'artisanat. C'est l'artisanat qu'il faut développer. L'artisanat fait disparaître en un clin d'œil le chômage. Je dis l'artisanat. Ça, je peux développer pendant des heures. Des heures qu'on n'a plus malheureusement. Je souhaiterais qu'un jour, Monsieur Mbarga, invitez-nous les meilleurs des économistes sur votre plateau, si vous en connaissez un. Invitez-moi sur le plateau, on parle économie. On va mettre ça en chantier, M. Moubitan. On va mettre ça en chantier. Il faut qu'on le fasse pour que les Camerounais voient donc de quoi nous parlons. C'est-à-dire, vous allez voir la différence. Prenez même un scientifique dans n'importe quel domaine. La physique, la chimie, dans n'importe quel domaine. Je n'ai pas fait l'université, moi qui vous parle. Placez-nous sur le plateau. Vous allez voir la différence. Parce que lorsqu'on parle, on a l'impression que... Alors, et en même temps, je vous dis, venez voir le village que nous avons créé. Madame Matomba, s'il vous plaît, prenez monsieur, amenez-le dans le Mbam. C'est votre Mbam. Amenez-le, venez découvrir ce village. Vous allez décider de le voter. Je vous ai dit que si c'est vous, je vous vote. J'ai déjà dit ça depuis. Mon Dieu dit que lui et moi, on forme une seule personne. Donc, en fait, c'est pour... Non, c'est pour dire que venez voir un peu, à peu près un modèle. Nous viendrons. Je suis sûr que si vous décidez de faire en sorte que des villages de ce genre-là se reproduisent au Cameroun, je vous dis, je suis prêt à vous suivre. Oui, alors, c'est pour le peu que nous savons, il s'agit bien de ce village situé à Ngoro, pour lequel il existe quand même des documents de nos confrères à la télévision publique qui sont venus filmer là-bas, des villages autosuffisants créés par Moubitan Yandaga. La deuxième expérience est en implémentation à Ombessa où il se trouve actuellement. Un village qui produit sa propre énergie de manière autonome. Vous pouvez voir la qualité de sa connexion Internet. Il a un appareillage et des outils qui sont propres à lui. Un village autosuffisant. La dernière vague d'étudiants est venue du Canada, parfois de l'Allemagne aussi. J'ai manqué à titre personnel une ou deux occasions de le visiter. J'avoue que je suis moi aussi tenté par... cette visite-là. Messieurs et dames, on a débordé d'une dizaine de minutes le temps qui nous était imparti tellement les discussions sont intéressantes. Une minute, Monsieur Valentin Joe, pour sortir. Vraiment en une minute. Vous faites la promesse. Oui, il faut bien qu'on parte. Voilà, il faut bien qu'on parte. Donc, le Cameroun, la France, c'est d'égal à égal. En 2000, au lendemain, le 13 octobre, il y a rien d'autre à rajouter. Nous sommes dans les relations bilatérales et ce sont les intérêts qui pilotent les relations entre pays, entre nations. Et je pense que le président de la République a toujours tiré le meilleur parti pour le Cameroun. Théophile Bon. Oui, au moment où... Il faut goûter la France d'or. Au moment où je sors de cette émission, je rentre avec le sentiment que les relations entre le Cameroun et la France, dont le modèle a été tracé par De Gaulle, ont été néfastes. C'est effectivement ce qui a causé les sacrifices que nous connaissons tous, les pères fondateurs de cette nation.
qui ont donné de leur vie pour combattre ce modèle. Malheureusement, ils n'ont pas pu réussir. Nous y sommes encore. Alors, nous espérons tout simplement qu'au sortir de ces élections, ce qu'on n'a pas pu obtenir par les armes, nous allons l'obtenir à travers les urnes. Albertine Matomba. Oui, moi, au sortir de cette émission, je pense qu'une seule chose reste. Nous voulons continuer à relationner avec la France en tant que partenaire, mais avant, nous allons revoir tous les accords économiques léonins qui regardent les contrats miniers, pétroliers et même le bois. Vous allez nationaliser les 240 entreprises françaises au Cameroun? C'est une des très grandes solutions parce que si nous voulons aller de l'avant, il faut d'abord penser au Cameroun et garder les domaines sensibles de notre souveraineté, notre sécurité, notre éducation, notre monnaie, notre langue. Notre langue. Moubitan Yandaga, Save Africa. Il faut sauver l'Afrique, la sauver notamment de la prédation française. Oui, et puis il faut dire que les accords dont vous parlez là, il faut en dire encore un petit mot. Les accords... C'est une campagne de recrutement massif de représentants dans les bureaux de vote. Parce qu'à ce jour, le Cameroun compte plus de 30 000 bureaux de vote au niveau national et international. Mais pour cela, nous t'invitons à contribuer pour protéger ton vote. Cette campagne lancée, Colo, pour protéger le vote, te concerne, me concerne. Protégeons nos voix parce que chaque voix compte. Pour ces élections, allons prendre notre victoire. Protégeons nos voix.